Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous aborderons l'épilepsie et la grossesse, les médicaments antiépileptiques et la grossesse, les étapes du travail, l'accouchement par césarienne, les complications prénatales et le postpartum. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien de don en haut de notre chaîne et faites un don aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Passer une grossesse et porter un bébé en bonne santé à terme est accablant pour toute femme, mais l'est encore plus pour les femmes épileptiques. Avec les connaissances appropriées et une équipe de fournisseurs de soins de santé, les femmes épileptiques peuvent avoir une grossesse sûre et saine. En moyenne, 24 000 nourrissons naissent chaque année de femmes atteintes d'épilepsie, avec un taux de naissance standard de 3 à 5 bébés pour 1000 naissances. En raison des médicaments et d'autres traitements, il est fortement recommandé que tout projet de conception soit discuté avec votre obstétricien, neurologue et toute personne de votre équipe de soutien. Les grossesses planifiées sont encouragées à ajuster les doses de médicaments et à réduire le risque d'anomalies fœtales, ainsi qu'à contrôler la fréquence des crises. Avoir une crise pendant la grossesse peut entraîner une diminution du rythme cardiaque fœtal, diminuer l'oxygène, provoquer un poids de naissance faible et une naissance prématurée. Les risques supplémentaires sont l'effet tératogène, malformation développementale, les anomalies congénitales et la dysmorphie, survenant généralement au premier trimestre. Le risque que les bébés de mères épileptiques ne développent pas d'anomalies congénitales dues au DAE varie entre 1,1 et 1,3%. Le risque d'anomalie augmente de 4 à 9% avec les DAE, en particulier avec l'acide valproïque et la polythérapie. Des études ont montré que la prise prénatale avec 5 mg d'acide folique par jour peut prévenir les déformations fœtales et aider à réduire l'activité épileptique. Toute quantité supérieure à 5 mg n'est pas recommandée. Dans la première étape du travail, connue sous le nom de travail précoce, commence par la dilatation du col de l'utérus et se termine une fois que la bouche de l'utérus atteint 10 cm, dilatation complète. La première étape du travail peut durer en moyenne 6 à 12 heures. Les contractions peuvent se produire toutes les 5 à 15 minutes et durer en moyenne de 60 à 90 secondes. Le travail consistant des contractions de l'utérus est une combinaison de la pression de la tête du bébé contre le col de l'utérus, provoquant une dilatation. La glande pituitaire libère de l'ocytocine dans le sang. Pendant les contractions utérines, la production de prostaglandine augmente, augmentant ainsi la fréquence des contractions. Le travail peut également être induit en ouvrant manuellement le col de l'utérus, en rompant l'eau ou par des médicaments. Le travail actif commence lorsque le col de l'utérus s'est dilaté à 6 cm. Les contractions deviennent plus fortes, plus longues et augmentent la douleur. Le temps moyen des contractions est de 3 minutes d'écart pendant 45 secondes. Pour les mères qui ont décidé de prendre des médicaments contre la douleur comme une péridurale, c'est le moment de demander de l'aide pour soulager la douleur. Se déplacer, boire des liquides, utiliser la salle de bain et rester active aide la mère à faire dilater le col de l'utérus et à faciliter le déroulement du travail. La troisième partie de la première étape du travail est connue sous le nom de transition. Pour de nombreuses mères, la transition est la partie la plus difficile et la plus douloureuse du travail. Le col de l'utérus est dilaté à 8 cm lorsque la transition commence et se dilate à 10 cm pour commencer la deuxième étape du travail. La transition peut durer en moyenne 15 minutes à 1 heure. Les contractions sont proches et durent en moyenne 60 à 90 secondes. La mère peut ressentir beaucoup de pression dans le bas du dos et le rectum. Au deuxième stade du travail, le col de l'utérus est complètement dilaté, ce qui permet à la mère de pousser le fœtus dans le canal de naissance et de le sortir. La deuxième étape du travail peut durer en moyenne 30 minutes à quelques heures. La deuxième étape du travail peut durer plus longtemps pour les mères primipares ou si vous avez eu une péridurale. Les contractions peuvent ralentir, se produisant toutes les 2 à 5 minutes et durant 60 à 90 secondes. Certaines mères peuvent avoir besoin d'une épisiotomie pour aider à guider le bébé. La plupart des mères n'ont pas besoin d'une épisiotomie. L'obstétricien aide à guider le fœtus hors du canal de naissance. Dans certaines situations, l'utilisation de forceps ou d'aspiration peut être nécessaire. Au troisième stade du travail, le placenta maternel est libéré. Le placenta se détache de la paroi utérine et passe par le canal de naissance. La mère pousse le placenta. La troisième étape du travail est la plus courte et ne prend généralement pas plus de 20 minutes. Les contractions pour aider le placenta à descendre sont plus proches, mais pas aussi douloureuses. Le troisième état de travail commence environ 5 à 30 minutes après la fin de la deuxième étape du travail. Si le clampage du cordon ombilical a été retardé,
c'est là que le cordon ombilical est serré et coupé, séparant le fœtus du placenta. Le troisième stade est le dernier stade de l'accouchement naturel. La mère peut ressentir des frissons ou des tremblements après la naissance en raison de l'augmentation des hormones. Si trop inconfortable, l'obstétricien peut administrer un médicament pour réduire tout inconfort. La dernière étape est connue comme l'étape de récupération. À ce stade, le repos, pour la mère et le nourrisson doit être prioritaire. Le contact peau à peau et l'allaitement sont encouragés à ce stade. En moyenne, 1 à 2% des femmes atteintes d'épilepsie souffrent de crises pendant l'accouchement. Le travail peut causer du stress et provoquer des crises. Il n'y a aucune preuve qui montre que l'utilisation des DAE nuit au processus de la naissance ou au postpartum immédiat. Le risque d'activité convulsive pendant l'accouchement peut diminuer si les niveaux de DEA sont maintenus pendant le dernier trimestre de la grossesse. L'utilisation de DAE ne doit pas être arrêtée pendant la grossesse car elle pourrait avoir des effets indésirables sur la mère et le fœtus. Une césarienne, également connue sous le nom de césarienne, est pratiquée s'il y a des complications lors de la grossesse d'une femme ou si c'est le moyen le plus sûr d'accoucher du bébé. Il y a un risque plus élevé d'avoir une césarienne qu'une naissance naturelle. Le médecin fait une incision dans le ventre et l'utérus pour aider à délivrer le fœtus et le placenta. Les césariennes d'urgence sont effectuées lorsque la santé de la mère ou du bébé est en danger. La plupart des césariennes sont programmées. Des césariennes peuvent être programmées en raison de complications placentaires, placenta prévia, infections, conditions préexistantes pouvant entraîner des complications, par exemple, hypertension artérielle, naissance multiple, avoir des jumeaux, des triplets, absence d'avancement du travail, position du siège. Le fœtus n'est pas en position tête basse, le bébé est trop grand pour passer par le canal de naissance, complications du cordon ombilical, le fœtus est en détresse. Ou certaines anomalies congénitales. Les femmes épileptiques ont un risque accru de développer une prééclampsie légère, une hypertension gestationnelle, des saignements pendant la grossesse et des saignements excessifs postpartum pendant ou immédiatement après la grossesse. Bien qu'il ne soit pas clair si le risque accru de complications liées à la grossesse découle de la condition elle-même, l'utilisation de médicaments antiépileptiques, ou les deux, les recherches actuelles indiquent que l'utilisation des médicaments et la posologie pendant la gestation. Pour les femmes atteintes d'épilepsie, la période postpartum peut être une période vulnérable en raison de tout changement de médicaments, du stress, de la privation de sommeil et de toute difficulté liée à l'allaitement. L'ajustement des DAE pendant le postpartum peut créer une difficulté à contrôler la fréquence des crises et augmenter le risque de développer des troubles de l'humeur postpartum. Il est essentiel que les mères épileptiques disposent d'un solide système de soutien pour faciliter une bonne guérison et créer des liens avec leur nouveau-né. Manger des repas équilibrés, dormir suffisamment et recevoir des soins physiques, émotionnels et mentaux appropriés est essentiel pour une mère épileptique qui traverse la phase postpartum. Prendre soin des femmes pendant le postpartum immédiat favorise la santé globale et le bien-être des nouvelles mères, ce qui peut augmenter le taux de récupération. Passer une grossesse et porter un bébé en bonne santé à terme est accablant pour toute femme, mais l'est encore plus pour les femmes épileptiques. Avec les connaissances appropriées et une équipe de fournisseurs de soins de santé, les femmes épileptiques peuvent avoir une grossesse sûre et saine. Les grossesses planifiées sont encouragées à ajuster les doses de médicaments et à réduire le risque d'anomalies fœtales, ainsi qu'à contrôler la fréquence des crises. Il y a 4 étapes du travail. Les 3 premières interviennent lors de l'accouchement naturel. La 4e étape se concentre sur la récupération. Les femmes épileptiques ont un risque accru de développer une prééclampsie légère, une hypertension gestationnelle, des saignements pendant la grossesse et des saignements excessifs postpartum pendant ou immédiatement après la grossesse. Pour les femmes atteintes d'épilepsie, la période postpartum peut être une période vulnérable en raison de tout changement de médicaments, du stress, de la privation de sommeil et de toute difficulté liée à l'allaitement. Il est essentiel que les mères épileptiques disposent d'un solide système de soutien pour faciliter une bonne guérison et créer des liens avec leur nouveau-né. Pour en savoir plus sur l'épilepsie et l'accouchement, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos pages de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un email à info@defeatingepilepsie.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.